Merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion de réflexion. Ça fait longtemps que je pense qu'il est important qu'il y ait en France un débat plus large sur les questions de dissuasion nucléaire. Et la guerre en Ukraine, à mon avis, donne une urgence accrue à ce débat, comme vous le rappeliez en mentionnant la tribune que j'ai écrite pour Le Monde à la fin de l'été dernier. Euh, Quand je présidais la commission du livre blanc, il m'avait été clairement signifié qu'au fond, la question de la dissuasion nucléaire n'était pas une question sur laquelle le livre blanc devait réfléchir. Bon, c'est une position qui pouvait être contestée. À l'époque, il n'y avait pas encore eu l'invasion de la Crimée et l'annexion par la Russie de la Crimée. Il y avait eu l'affaire de Géorgie, mais l'affaire de Géorgie était plus ambiguë parce que c'est Saakachvili qui avait lancé les hostilités en tombant dans le piège que lui tendaient les Russes. Mais certainement, en 2012-2013, l'idée d'un conflit majeur en Europe n'était pas vue comme la priorité, ce qui pouvait expliquer que la dissuasion ne soit pas au centre des réflexions du livre blanc, même si en même temps, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à une posture conventionnelle sans penser son articulation avec la posture de dissuasion. Alors, avec cette guerre d'Ukraine, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont maintenant devant nous. Il y a un enjeu de non-prolifération parce qu'au fond, on voit bien que selon la manière dont cette guerre se terminera, ça peut être un encouragement aux proliférateurs ou au contraire un argument de plus pour la non-prolifération. Je m'explique. Si l'idée se répand qu'au fond, si on sanctuarise son territoire, si on peut sanctuariser son territoire grâce à la dissuasion et à l'abri de cette dissuasion, se lancer dans des invasions, dans des opérations conventionnelles, ce qui n'est pas d'ailleurs la doctrine russe. Elle ne veut pas aller plus loin que ce qu'est la doctrine telle qu'on la connaît dans sa dernière version de 2020. Mais enfin, c'est une interprétation qui pourrait être reprise par des rogue states, comme on dit, et qui pourrait donner envie d'acquérir l'arme nucléaire à ceux qui ont des comptes à régler avec leurs voisins et qui se diraient qu'ainsi, ils pourraient jouer du conventionnel en se protégeant avec le nucléaire. Donc ça, c'est si la Russie sortait victorieuse de la guerre actuelle. À l'inverse, je pense que si cette guerre se solde par un échec pour la Russie, ce sera tout de même un message très fort que le pays qui a le plus grand le plus grand armement nucléaire de la Terre, finalement, ça a été pour lui un immense gaspillage et il n'a pas vaincu sur le champ de bataille et ces armes, finalement, se sont révélées, elles ont certes protégé relativement la Russie, mais enfin, à la fin du compte, elles n'ont pas joué un rôle décisif dans le conflit. Donc, il y a un enjeu de non-prolifération important. Il y a évidemment une réflexion à mener, et ça a été à l'origine de ma tribune, une réflexion à mener sur l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire en Europe. Pendant toute la période de la guerre froide, peut-être qu'on se trompait, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y avait une vraie crainte que la masse des armées du pacte de Varsovie, si elle se lançait à l'assaut de l'Europe occidentale, ce serait très difficile de briser cet élan
sans passer à une escalade nucléaire. D'où tous les débats américains sur la réponse flexible, le déploiement de ce qu'on appelait à l'époque les armes nucléaires tactiques, l'idée qu'en fait, il y avait une difficulté pour l'Europe à défendre le territoire de l'Europe occidentale sur le plan conventionnel, et qu'inévitablement, très probablement, le conflit serait nucléarisé. Il me semble que ce que montre la guerre d'Ukraine, c'est que la situation s'est d'une certaine manière complètement renversée. C'est-à-dire que l'armée russe, alors bien sûr, il faut être prudent, mais enfin, l'armée russe n'est pas l'armée toute puissante qu'on imaginait. Et qu'une défense conventionnelle face à cette armée russe est une option tout à fait réaliste. Et qu'en fait, la question fondamentale, c'est de ne pas se trouver dans une situation où la seule alternative à une défaite conventionnelle serait une escalade nucléaire. Et on peut dire que les choses se sont renversées aussi, du coup, pour les Russes. Je lisais récemment un article d'une analyste qui travaille, je crois, à un institut à Oslo, qui montrait effectivement comment pour les Russes, d'une certaine manière, la dimension nucléaire de leur défense devient plus importante, de leur sécurité devient plus importante, puisqu'ils voient bien que l'écrasante supériorité conventionnelle des États-Unis par rapport à leurs propres forces fait que sans cette dissuasion nucléaire, ils seraient dans une position de fragilité. Donc on est à front renversé par rapport aux analyses de la guerre froide. On est un Occident, une Europe qui ont, s'ils le veulent, les moyens de se défendre conventionnellement contre une agression russe, et une Russie qui est beaucoup plus fragile sur le plan nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le parapluie américain? Qu'est-ce que ça veut dire pour la dissuasion nucléaire française? Qu'est-ce que ça veut dire pour la défense européenne? Pour le parapluie nucléaire américain, dont depuis longtemps un certain nombre de Français, enfin c'est une vieille histoire, ont toujours eu un doute sur la volonté des Américains de risquer un affrontement nucléaire pour la défense de l'Europe. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les États-Unis, certainement, j'ai posé la question à des interlocuteurs américains, y compris à des collègues de Columbia dont la spécialité est de regarder les postures américaines de défense. Je me souviens d'avoir posé la question avant la guerre d'Ukraine, si les États baltes, qui sont vus comme, disons, les États les plus exposés, les plus fragiles, les plus difficiles à défendre avec une défense conventionnelle, purement conventionnelle, contre une attaque russe. Je parle avant l'attaque de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui l'armée russe est plus affaiblie. J'avais demandé, est-ce que dans une situation où on serait proche d'une défaite dans les États baltes, que feraient les États-Unis? Est-ce qu'ils franchiraient le seuil nucléaire? Et la réponse qui m'a été donnée à ce moment-là était une réponse de grand scepticisme, avec l'idée que, bien entendu, pour les États-Unis, ce qui était essentiel, c'était de ne pas avoir à le franchir, et donc de faire en sorte que les États baltes qu'on puisse les défendre sans recours au nucléaire, et que le déploiement de forces américaines dans la logique du tripwire classique dans ces pays baltes, c'était une manière de compliquer le calcul russe en créant la possibilité effectivement d'une escalade nucléaire, mais que
tout le fond de la stratégie et de la posture concrète américaine était d'éviter à tout prix un tel franchissement du seuil nucléaire. Et je pense que avec la guerre d'Ukraine, cette position n'a pu qu'être, bien entendu, renforcée. Il est clair aux États-Unis que la priorité stratégique aujourd'hui, c'est la Chine, que du point de vue américain, la Russie, ça reste une grande puissance nucléaire dont il faut gérer le déclin, mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ne regardent pas ce qui se passe en Russie et ne sont pas concernés par ce qui se passe en Europe, mais certainement, c'est une gestion d'un déclin, c'est ça qu'ils voient. Et dans cette gestion, je pense, enfin là, je m'écarte un tout petit peu du sujet principal de notre conversation, mais je crois que le vieux débat entre Américains et Européens sur le burden sharing qui ont fait les délices de l'OTAN pendant des décennies ne peuvent que revenir et prendre plus de force, c'est-à-dire que les Américains aujourd'hui fournissent la majeure partie du soutien militaire à l'Ukraine, même si les pays européens, y compris la France, apportent un soutien. Je crois que dans l'avenir, et ce serait certainement encore plus vrai s'il y avait une administration républicaine, dans l'avenir, la pression sur les Européens pour assurer la défense conventionnelle de l'Europe ne pourra qu'augmenter, avec l'idée, à vrai dire, de bon sens, que c'est une tâche qui est tout à fait à la portée des Européens, et que pour les États-Unis, l'idée que il y ait un ou deux porte-avions de plus anglais ou français dans l'Indo-Pacifique, c'est pas là qu'on attend vraiment les Européens. Les Américains ont ont leur porte-avions, ils en ont beaucoup. Là où on attend les Européens, c'est qu'ils déchargent les Américains du fardeau de la sécurité européenne. Et je pense que la pression augmentera dans ce sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre force de dissuasion, force de frappe, comme on disait, française? Je crois que, comment dire, l'idée d'un abandon pur et simple de la force de frappe pour un pays qui a connu 1940, même si c'est difficile de voir les scénarios aujourd'hui où cette force jouerait, l'idée d'un abandon pur et simple de la force de frappe n'est pas une idée politiquement réaliste. Et je ne crois pas qu'aucun chef d'État français, même le plus révolutionnaire, si je puis dire, prendrait cette décision. Je pense que dans la pensée collective française, la catastrophe de l'été 40 reste très présente, l'idée du plus jamais ça, et que dans cette perspective, la force de frappe, la dissuasion reste quelque chose d'important dans l'équation française. Mais alors, comment la rendre la plus utile, la plus intelligente possible? Il y a cette idée que la dissuasion française, au fond, pourrait être au cœur de la défense européenne, qu'il faudrait, comme l'OTAN a son Nuclear Planning Group, la France pourrait avoir, au fond, non pas partagé la décision, mais impliquer les États européens dans les discussions sur la doctrine française, sur l'emploi éventuel en cas d'échec de la dissuasion, etc.
Je pense qu'il n'est pas inutile, bien entendu, de parler aux Européens de la question de la force de frappe, ne serait-ce que pour ne pas avoir un consensus européen contre elle. Mais en même temps, je crois que c'est largement une fausse piste qui risque plutôt de diviser les Européens que de les unir. Les Européens ne vont pas se rassembler dans une vision où la dissuasion nucléaire française, mais moins anglaise, puisque maintenant l'Union européenne, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, où la dissuasion nucléaire française serait au cœur d'une posture de défense européenne. Je crois que sur ce plan, les Européens, la plupart des Européens, eux, ils veulent le parapluie américain, si incertain qu'il soit, comme je l'ai dit il y a quelques instants. C'est ça qu'ils désirent, c'est ça leur priorité. Et je dirais, et ça c'est plus inquiétant, ils le veulent justement parce qu'ils n'imaginent pas en réalité encore la guerre. Ils le veulent comme une manière de ne pas avoir à penser à la guerre, comme une sorte de recours magique qui évite de penser à la guerre. Et donc de leur dire « Ah, mais les Américains, ils sont moins présents, donc soyons plus réalistes. Voyons comment avoir une dimension française de la dissuasion, enfin dans la ligne de la déclaration d'Ottawa, qui va renforcer la défense européenne en compliquant le calcul stratégique de l'adversaire. Je pense que c'est un argument qui ne porte pas, qui inquiète plutôt parce qu'il oblige à penser la guerre. Et c'est ce que beaucoup d'Européens ne veulent pas faire. Donc, je crois qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps et avec les Européens, il faut discuter d'une dissuasion conventionnelle pour l'Europe, de la manière dont on s'organise pour faire en sorte que l'idée d'une attaque russe, qui aujourd'hui est assez hypothétique compte tenu de la performance russe en Ukraine et on voit bien qu'aujourd'hui la Russie n'a pas les moyens de se lancer demain dans une offensive sur les pays membres de l'OTAN, mais on ne sait pas quelles leçons la Russie tirera de la guerre d'Ukraine, on ne sait pas ce que la Russie sera dans 10 ans. Donc il me semble raisonnable, prudent, de discuter avec les Européens de ce que peuvent être les faiblesses de nos forces conventionnelles aujourd'hui. On parle beaucoup ces jours-ci des munitions, mais enfin, il y a tout. Là, je ne me prétends pas spécialiste de la chose militaire, mais je crois qu'il y a une vraie discussion à avoir parce qu'on voit bien que les armées européennes ne sont pas en très bon état et qu'elles peuvent sûrement faire beaucoup mieux, sans nécessairement dépenser énormément plus d'argent, mais elles peuvent faire beaucoup mieux sur le plan conventionnel. Et il me semble que cette discussion-là a beaucoup plus de chances, finalement, de faire progresser les choses qu'une discussion hypothétique sur l'extension de la dissuasion nucléaire française, qui pose à ce moment-là toutes les questions qu'ont posé l'extension de la dissuasion nucléaire américaine et qui n'ont jamais vraiment été résolues. Et donc, je crois que c'est une fausse piste. Alors, cela dit, j'ai dit que il ne faut pas abandonner, on ne peut pas politiquement imaginer d'abandonner la dissuasion nucléaire française. Ce qu'on voit, c'est qu'elle continue quand même de peser beaucoup dans l'équation budgétaire de la France. Et donc, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a moyen de réduire le format de cette dissuasion? Moi, je me garderais de faire des propositions rapides là-dessus. Là, je vais peut-être vous décevoir dans cette discussion. Je n'ai pas une formule toute prête.
Je pense que c'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet où il faut se projeter dans l'avenir, de la nécessité de garder une capacité de seconde frappe, la nécessité de prendre en compte les évolutions technologiques, les questions sur la sécurité de la chaîne de commandement, du cyber, toutes sortes d'aspects techniques qui jouent, l'accélération des temps de réponse, le danger qu'il y aurait à avoir une réponse trop rapide, la nécessité qui est vraie de toute crise, de ralentir le rythme de la crise. Et certainement une crise nucléaire, c'est une nécessité plus importante que dans tout autre domaine. Donc tout cela sur ce que devrait être exactement le format de la dissuasion nucléaire de demain pour la France, je pense que je n'ai pas tous les éléments en main pour faire une proposition décisive sur ce sujet. Peut-être que dans la conversation qui va suivre cette discussion, on pourra avancer sur cette question. La question lors de la posture de dissuasion, et notamment la fameuse question du no first use. On voit bien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la Russie, qu'au fond, pour la Russie, l'idée du no first use risque d'être de moins en moins appétissante, avec la perspective d'une défaite conventionnelle si jamais il devait y avoir une guerre. On voit bien dans le même temps que la Chine a sur ce sujet, la doctrine chinoise, tout ce que je peux dire, n'est pas totalement claire là-dessus. Il y a des ambiguïtés. Moi, je pense que progresser vers le no first use, et on voit bien que les Américains, dans leur dernière formulation, quand ils disent que le fundamental role, le rôle fondamental des armes nucléaires, c'est de dissuader les armes nucléaires, ils sont tout près du no first use, sans être tout à fait dans le no first use, parce que là, ils feraient beaucoup de peine aux Européens. Mais c'est la tendance. Et je pense que si on veut peu à peu délégitimer les armes nucléaires, ce qui devrait être l'objectif à long terme, ce qui d'une certaine manière est quelque chose que nous avons accepté quand nous avons signé le traité de non-prolifération, qui a quand même deux volets, qui a le volet de reconnaître les puissances nucléaires existantes en 1968, mais qui a aussi le volet du désarmement et de l'article 6. Je pense que si on veut consolider une politique de non-prolifération, aller vers une délégitimation des armes nucléaires est quelque chose de nécessaire. Et que de ce point de vue, dire les armes nucléaires ne dissuadent fondamentalement que les armes nucléaires, c'est un pas vers cette délégitimation qui mérite, à mon sens, d'être considérée. Parce que, et ce sera ma conclusion, je crois qu'il serait important aujourd'hui d'essayer, et la France s'honorerait en le faisant, d'essayer de contribuer à relancer des discussions sur les questions nucléaires et éventuellement des négociations. Et à mon sens, commencer par les doctrines serait une bonne chose.
Et ça mettrait la pression notamment sur la Chine, qui est en train de passer d'une posture où elle avait un nombre d'armes comparable à celui de la France. Elle se dirige vers une situation tout à fait différente. Euh, alors, elle, sans doute, expliquera-t-elle, enfin, elle n'explique pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de transparence dans la posture chinoise. Elle explique, mais on suppose que cela tient au progrès de défense antibalistique, à l'idée aussi au progrès d'une possibilité de frappe désarmante américaine. Enfin, donc, l'enchaînement classique quand on a que l'abolition du traité ABM par Bush a contribué à rendre malheureusement plus facile. Donc, je crois que des discussions sur les doctrines, alors de temps en temps, il y a des réunions en P5 sur ce sujet, mais je pense que ce serait une bonne chose de les rendre enfin de les activer. Ce serait une bonne chose pour délégitimer au niveau mondial les armes nucléaires, tout en montrant que si la France garde son arme nucléaire pour le moment, elle comprend, elle n'oublie pas l'objectif du traité de non-prolifération et de son article 6 sur l'idée du désarmement avec toutes les difficultés que ce désarmement pose. Parce que si on se trouvait dans une situation où l'arme nucléaire, enfin chaque année qui passe depuis Hiroshima et Nagasaki, elle renforce le tabou nucléaire. Ce n'est pas un traité, là, mais le fait qu'aucune puissance nucléaire, depuis les deux explosions de 1945, n'ait fait exploser une bombe atomique dans le cadre d'une guerre, ça rend le franchissement du seuil nucléaire chaque année un peu plus difficile. Et donc, cette marginalisation de l'arme nucléaire dans le calcul stratégique est en soi une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est un des crimes, à mon avis, de la Russie d'aujourd'hui, sans avoir modifié sa doctrine nucléaire, d'avoir cependant eu un certain nombre de déclarations un peu ambiguës qui remettent la dissuasion nucléaire dans le paysage. Et donc ça affaiblit le tabou nucléaire, alors que ce que devraient faire toutes les puissances nucléaires, c'est de le renforcer. Et je pense que de ce point de vue, un débat sur les doctrines pourrait être utile. Je crois que je vais m'arrêter là pour que nous puissions avoir une bonne discussion. Je vous remercie.